je suis ravi d'être ici et je vous remercie donc l'association des Amis du Temps des Cerises, les raconteurs d'histoire et l'association Survie d'avoir rendu possible dans l'État cette soirée. Je mentionnerai effectivement que l'association Survie a rendu possible plusieurs tournées que j'ai faites en France sur différents ouvrages, donc De quoi Total était la somme. C'est une association qui milite en France pour faire connaître les conséquences graves des politiques néocoloniales de la France, mais aussi les pratiques d'organisation privée associées à la France, comme Total. Et j'en profite moi aussi pour dire que cette association a bien besoin de renfort et du concours de toutes les compétences qui peuvent être celles qu'on retrouve dans cette ville, dans cette région, pour continuer son œuvre. Mais vraiment, merci à tout le monde pour l'invitation et l'organisation de cette soirée. De quoi Total était la somme est un livre qui s'intéresse au rapport entre multinationales et droit. Et Total est un cas d'école pour penser ce rapport-là, à savoir que les multinationales font la loi, contournent la loi, sont hors de portée de la loi ou se jouent de la loi, selon les cas de figure. Mais dans tous les cas, elles semblent hors de portée de ce qu'on estime être le droit, s'il s'agit de le penser sur un mode plus traditionnel, à savoir que le droit s'appliquerait équitablement à tous et serait pensé en fonction des considérations morales et politiques des peuples. On est dans un tout autre cadre de figure. J'ai voulu voir dans ce livre comment la firme pouvait... comment la firme force une relecture une considération nouvelle de ce qu'est le droit. Bon, c'est un livre de 500 quelques pages. On me l'a beaucoup reproché. Et mon éditeur m'a invité à faire une version courte. Et donc, plutôt que de simplement résumer De quoi Total était la somme, qui est un livre qui, au fond, s'intéresse à la façon dont une multinationale peut se développer sur quelques cent ans, en rusant avec le droit, en bénéficiant de la complicité d'État, alors que dans bien des cas, l'État devrait sanctionner ce qu'elle fait du point de vue, en tout cas, de la conscience commune. Plutôt que de simplement résumer la chose, j'ai isolé les problématiques, les thèmes, les enjeux qui m'ont intéressé sur une période de 100 ans, et je les ai retrouvés en analysant la revue de presse du premier semestre 2017. Au fond, j'ai essayé de voir comment on pouvait retrouver toutes les thématiques concernant Total sur 100 ans, mais seulement en 6 mois. Et donc, le totalitarisme pervers, qui est le petit livre, est à la fois une synthèse et une mise à jour du plus grand. Total. Total est une société intéressante, de par son nom. Total. Quand on y pense. Moi, je dis souvent, si la firme n'existait pas, et si donc nous ne nous étions pas habitués à son appellation, et que un auteur de roman noir, disons, se serait risqué à donner ce nom à une firme imaginaire qui dominerait le monde sur le plan, par exemple, de l'accès à l'énergie, l'éditeur dirait « Non, tu ne peux pas appeler ta firme Total, c'est invraisemblable, ça ne se peut pas. Personne ne ferait ça dans le réel. » Il y a quelque chose quand même de stupéfiant de voir que cette firme s'est appelée ainsi. En fait, la Compagnie française des pétroles, qui était le nom de la firme à l'origine, d'une de ses filiations historiques, la Compagnie française des pétroles a baptisé ses enseignes et ses produits en vente au détail en 1953 de Total, 2 ans après qu'Hannah Arendt ait fait paraître les origines du totalitarisme et se soit intéressé au concept de totalitarisme par un mode très critique. Et je me suis intéressé, je ne pense pas que j'aurai le temps de développer beaucoup là-dessus ce soir, je me suis intéressé à ce que signifiait ce terme et à ce pourquoi, à l'époque, dans les années 50, on a baptisé ces enseignes et produits Total. Ce n'était pas strictement pour convenir de marchés qui fonctionnaient dans des langues différentes, c'était aussi par rapport à une idéologie et à ce que j'ai fini par appeler le totalitarisme pervers, en partant du nom, après tout, c'est pas moi qui l'ai choisi.
Mais en peu de temps, ce sera difficile pour moi de refaire tout le parcours historique qui se déploie sur 500 pages et qui s'intéresse à l'avènement de ce totalitarisme pervers. Je m'en tiendrai pour l'instant à un travail de définition en insistant sur ceci, que dire de Total qu'elle est ce qu'on entend à la radio, ce qu'on entend au bistrot, ce qu'on entend tous les jours, dire de Total qu'elle est une entreprise pétrolière française consiste à errer. C'est s'induire en erreur que de se satisfaire de cette définition-là. Et je dirais même que tous les 4 termes de la définition succincte, une entreprise pétrolière française, tous les 4 termes pris isolément posent problème et se révèlent erronés à l'analyse. À commencer par l'article 1. Total n'est pas une société. C'est une erreur que de le dire. Total n'est pas une société comme la librairie Les Raconteurs d'Histoire est une société ou une entreprise, parce que celle-là correspond à une seule structure. Alors que lorsque vient le temps d'aborder une multinationale, que ce soit Total, Boeing, Monsanto, Microsoft, Amazon, et ainsi de suite, dès lors qu'on aborde une multinationale, dans l'appellation même, dans le statut même de la firme multinationale, on comprend qu'elle existe dans de multiples nations. C'est par définition. Une multinationale, il faut d'emblée la voir comme étant plusieurs entités. En total, ce n'est pas une société, c'est 934 sociétés réparties dans 130 pays. Il faut tout de suite la voir comme ça. Pourquoi? Parce qu'en droit, elle n'existe que sous ses formes multiples. En droit, Total existe en tant qu'il y a en Iran quelques structures qui s'appellent Total, et en Afrique du Sud, et aux Bermudes, et au Canada, et en Argentine, et au Royaume-Uni, et ailleurs, en Russie, ou au Myanmar. Et toutes ces entités totales agissent indépendamment les unes des autres en droit. C'est qu'en droit, elles peuvent entre elles s'envoyer des factures, se prêter de l'argent, même se poursuivre en justice, elles deviennent complètement folles. Elles n'ont de lien de solidarité que sur un plan financier. C'est-à-dire qu'elles sont au service du même actionnariat et elles relèvent du même actionnariat d'un point de vue commercial, statutaire et économique, mais en droit, le groupe que constitue cette myriade d'entités, c'est-à-dire cet empire, comme on dira, d'entités, n'existe pas comme sujet. Le groupe Total n'est pas un sujet de droit, ne sont sujets de droit que les multiples entités qui la constituent, et ce, respectivement dans le pays où elles ont été créées. Donc, quand le PDG de Total dira « ce que nous faisons est légal », ce qu'il veut dire, et moi je me suis employé à essayer de comprendre ce qu'on nous dit avant de charger ou de dénoncer la firme, je suis contenté de l'écouter, comme elle est très bavarde, elle parle énormément, il y a beaucoup à entendre, et matière à réplique sur beaucoup de choses. Donc, déjà, quand on essaie de répliquer à ce qu'on entend, on en a plein les bras. Quand elle nous dit c'est légal, ce qu'elle nous dit, c'est que ce que la filiale iranienne fait en Iran est légal au vu du droit iranien. Ce qu'elle fait ce que la structure en Arabie Saoudite fait est légal au vu du droit de ce pays-là. Même chose aux Bermudes, même chose aux Pays-Bas, même chose au Luxembourg, même chose ailleurs. Bon. Donc, il y a 934 sociétés qui sont créées dans 130 pays et qui relèvent du droit respectif de tous ces pays-là et qui constituent, du point de vue de l'actionnariat, un groupe, mais qui, en droit, constituent une myriade de sociétés indépendantes les unes des autres et qui sont donc, si on regarde les choses dans la perspective inversée, qui sont donc hors de portée de tout contrôle public. Parce qu'aucun législateur ne peut légiférer sur autre chose que sur une petite cellule du grand groupe. C'est comme si, du point de vue du droit commercial, tel qu'il est élaboré à l'échelle internationale aujourd'hui, c'est comme si chaque État était capable de voir les quelques tentacules qui se trouvent actifs chez eux, mais jamais la pieuvre. Et qu'on n'était jamais capable de remonter au cerveau. C'est comme si les tentacules agissaient sur un mode autonome. Et donc, en droit, on pense seulement ce que fait
fragments. Ou pour le dire autrement, c'est comme si en droit commercial, on était seulement capable de voir des pixels, mais jamais l'image. On a 3 pixels chez soi, on en a 1, on en a 5, mais l'image, elle, échappe au droit. Le droit n'est pas capable. Je veux dire, l'État britannique, la République française, la Fédération canadienne, le Japon ne sont pas capables de légiférer à l'échelle sur laquelle se déploie en réalité totale, c'est-à-dire le monde, la planète, la mondialisation. On est seulement capable de légiférer là où on se trouve, bien que la firme, elle, lorsqu'elle se présente dans un pays, même si c'est par le biais d'une seule filiale, pèse de tout son poids. C'est une firme qui brasse un volume d'activité excédant les 200 milliards d'euros par année qui se présente. C'est une firme qui a des bénéfices colossaux, oscillant entre 8 et 14 milliards d'euros par année qui cognent à la porte. Même si c'est par le biais de cette petite filiale qui sera fragmentée en droit dans la conception juridique des choses. Et évidemment, je n'ai pas le temps d'en parler beaucoup ici, mais d'un point de vue fiscal, c'est aussi accessoirement fort avantageux. Parce que comme le disent les historiens de Total eux-mêmes, lorsqu'ils écrivent à une époque où la question des paradis fiscaux n'est pas sensible dans l'opinion, on est bien fiers et on se sent bien malin d'expliquer qu'en inscrivant des bénéfices aux Bermudes plutôt qu'en France, on évite ainsi l'impôt sur le revenu des sociétés. Ce qui explique aujourd'hui encore les budgets d'austérité qu'on nous sert, ou quand on les présente sous un mode souriant et fourbe, les projets modernes qu'on nous présente et qui consistent à permettre au capital de mettre hors de portée des administrations fiscales, ici quelques 60 ou 80 milliards d'euros, de façon à les garder pour soi et les détourner de la dette qu'on a envers la société. Donc Total, ce n'est pas une entreprise pétrolière française, et surtout pas une entreprise. Hein. C'est des entreprises fragmentées. C'est ce qui fait la puissance de la multinationale, c'est qu'elle existe sous cette forme éclatée d'emblée. C'est comme ça qu'il faut l'aborder, l'appréhender. Elle n'est pas française non plus. Ou si elle l'est, c'est à hauteur de 28%. 72% des actions de Total sont détenues à l'extérieur de l'Hexagone. Donc c'est cela. En plus, il faut comprendre que la République française, comme autorité publique, n'a, elle, à peu près plus que des miettes. Alors, vous vous souvenez peut-être qu'en 2000, il y a eu une fusion entre 3 grandes entités pétrolières, Petrofina et la Compagnie française des pétroles, qu'on reconnaissait déjà sous l'appellation de Total, et ensuite Petrofina Total avec Elf. L'État avait 34% des parts dans la Compagnie française des pétroles et était actionnaire majoritaire chez Elf, mais à coup de vagues de privatisation successives, des gouvernements Chirac au gouvernement Jospin, en passant par celui d'Édouard Balladur, 86 à 98, l'État a complètement, à toute fin pratique, privatisé les firmes pétrolières. Aujourd'hui, via des fonds d'investissement, l'État a à peine 0,3% des parts. Moins que les autorités publiques chinoises. Moins que le pouvoir public qatari. Sans doute moins que les Finlandais aussi. Donc, Total ne relève plus du tout des pouvoirs publics français, mais en rien. Il n'y a plus d'administrateur représentant l'État dans le conseil d'administration. C'est vraiment totalement folklorique. Aujourd'hui, c'est fini cette époque. Et non seulement les porteurs privés de nationalité française ne représentent plus que 28% du groupe, mais si on considère les actionnaires qui ont vraiment du poids dans l'entité, au conseil d'administration ou dans les assemblées annuelles, qui sont les investisseurs institutionnels, c'est eux qui sont capables d'infléchir les décisions, dans cette catégorie d'actionnaires, il n'y a plus que 16% de Français. Donc, je me sens un petit peu comme des parents qui expliquent à leurs enfants que le Père Noël n'existe pas, le Total n'est plus français. Il n'y a pas vraiment d'actionnaire majoritaire, il n'y a pas d'actionnaire majoritaire chez Total, il n'y a pas vraiment d'actionnaire de référence non plus. Le plus grand actionnaire est américain, c'est un fonds privé de gestion qui s'appelle BlackRock,
Et auparavant, l'actionnaire principal était un tandem constitué de la famille canadienne des Desmarais et de la famille belge des frères, qui ensemble détenaient plus de 5% des parts, ce qui est déjà énorme dans un conglomérat pareil. Et c'est ce qui explique énormément de décisions qui, dans des phénomènes d'arbitrage, sont défavorables à la France, parce que Total est apatride. Total est sa propre cause. Total et c'est tout ce qu'elle est. Elle n'est pas française, elle n'est pas adjectivable du point de vue des nationalités. Donc vous voyez, en quelques années, le nombre de raffineries présentes dans l'Hexagone passer de 8 à 5, fonctionner au ralenti, devenir des niches, pendant qu'on ouvre à Dubaï, en Arabie Saoudite, en Corée du Sud, ou encore en Iran, aux États-Unis, des méga raffineries qui font le travail qu'on exécutait jadis en France. Strictement dans des stratégies opérationnelles qui n'ont plus rien à voir avec quelque attachement, géopolitique. Donc, ce n'est pas vraiment une entreprise, pas vraiment une entreprise, elle n'est pas française, et ce n'est plus une pétrolière. C'est par atavisme, je dirais qu'on présente encore Total comme une pétrolière. Certes, elle est encore indéniablement engagée dans l'exploration, l'exploitation, la distribution et la spéculation autour des biens pétroliers. Elle a aussi acquis des parts dans Petrobras au Brésil ou dans Maersk Oil au Danemark ces derniers temps. Elle, comme c'est semblable, il y a 5 grandes multinationales du pétrole aujourd'hui, dont Total, elle repousse les frontières de l'extractivisme d'une manière totalement hasardeuse et préoccupante pour nous, en développant des projets d'exploitation en eau profonde, par exemple, sur un mode souvent novateur, mais donc hasardeux. C'est la première fois qu'on creuse aussi profondément, ainsi de suite, en Angola, au Brésil, au Congo, aux États-Unis, au Royaume-Uni, tout en exploitant les gisements des sables bitumineux qui sont archi-polluants au Canada, plus polluants encore que l'exploitation du charbon, alors que ces gisements-là n'intéressent personne il y a 30 ou 40 ans, quand on avait accès à un pétrole abondant. On se livre évidemment à tout un travail dans la pétrochimie, on est engagé dans le transport, la distribution, dans la vente de lubrifiants, et ainsi de suite. On a intégré Carlos Tavares au conseil d'administration de la firme, qui est lié, lui, à Peugeot, en fait, parce que, inversement, on devine que la firme va peut-être s'engager elle-même dans le domaine de la construction automobile, en tout cas du point de vue de la participation. Mais cela tente à se marginaliser en regard d'autres filières dans lesquelles on s'investit beaucoup plus intensément par rapport à des perspectives d'avenir. Quand on regarde les secteurs d'activité officiels par lesquels la firme elle-même se structure, on a évidemment le secteur de l'exploration et de la production, qui est l'amont, qui consiste à aller découvrir et extraire les biens pétroliers et gaziers notamment, mais enfin parlons seulement du pétrole pour le moment. Il y a tout le secteur aval, le raffinage, la distribution, la pétrochimie, la chimie. Et on a autour de tout ça un grand service de marketing, de relations publiques et de services. Bon. Il s'est ajouté un 4e secteur d'activité dans l'organisation, dans l'organigramme de la firme, et c'est puisque c'est une société française, on peut en profiter, c'est Gas, Renewables and Power. Bon, parce que maintenant, Total est Committed for Better Energy, et puis elle parle la langue du pouvoir, puisqu'elle n'est plus française. Bon. Donc, ce secteur d'activité dans le texte, Gas, Renewables and Power, concerne à la fois le gaz, toutes sortes de filières qui intéressent Total pour l'avenir, c'est-à-dire les énergies nouvelles, le gaz, le solaire, l'électricité et d'autres filières dont je vais parler, les agrocarburants. Bon. Et on souhaite en 2035 dégager 20% du bénéfice et 20% du chiffre d'affaires autour de ces filières d'activité-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est en train de transformer l'exploitation intensive des gisements pétroliers
Et le fait d'aller sucer la dernière goutte de pétrole dans tous les gisements qu'on pourra trouver, même sous une forme totalement hasardeuse, en le marché de demain. Que demain, la demande d'autres formes d'énergie que celles qu'on aura totalement épuisées sera encore favorable à Total, puisque elle aura anticipé le phénomène et se sera positionné dans des secteurs qui sont parfois un peu trop précipitamment présentés comme concurrents au pétrole. De la même manière que Monsanto est une des sociétés les plus actives dans le domaine de l'alimentation biologique. Donc, non seulement on profite de cet épuisement, dont on connaît bien les termes, puisqu'on est, les auteurs de ce phénomène, profite de l'épuisement pour, en quelque sorte, on profite de la connaissance qu'on a de l'épuisement des gisements pour se situer dans les secteurs qui seront ceux de demain, mais en plus, ce faisant, on se présente comme écologiste. On se dit, et c'est la rhétorique qu'on entend, certes, avouons-le, mea culpa, très de circonstances stratégiques, il y a un problème lié au climat, nous sommes une pétrolière, et nous l'avons, nous sommes le problème, et parce que nous sommes le problème, c'est nous la solution, alors écoutez-nous, voilà où on vous amène dans l'avenir, on vous amène vers le gaz. Et ça tombe bien, on parlait du pétrole, on ne parlait pas de l'eau, et le gaz pollue moins du point de vue de l'émission de CO2 que le pétrole. Alors on va en profiter pour présenter cette filière d'activité-là comme étant écologiste. Alors on sait que les gisements gaziers qui intéressent Total, qui font d'elle pratiquement autant aujourd'hui une gazière qu'une pétrolière, quand on regarde les rendements, sont exploités sur un mode non conventionnel, en recourant à la méthode de la fracturation hydraulique et en mettant en péril, évidemment, les nappes phréatiques exposées à ce mode d'exploitation-là qui suppose l'injection, j'ai envie de dire, violente, brutale, de produits chimiques pour faire exploser des roches qui contiennent du gaz dans des sites très vastes. Aussi, très souvent, on projette d'exploiter encore le gaz dans des contextes hasardeux, en eau profonde. On a réfléchi là à Chypre, il y a la Grèce qui intéresse Total, et on pourrait aussi par ailleurs parler d'un site prolifique dans le nord de la Russie, qui relève d'une autre approche. Mais même du point de vue du climat, le gaz pose problème. Selon Danny Matthews du GIEC, extraire du gaz sur une échelle là, de 30-40 ans suppose l'émission de méthane qui est infiniment plus puissant que le CO2 en ce qui concerne la pollution atmosphérique. Même sur ce plan-là, on ne va pas au bout du raisonnement, c'est-à-dire qu'on isole des raisonnements scientifiques et on les transforme en arguments de marketing et de relations publiques pour endormir les gens à qui s'adressent ces discours, pour ne pas dire cette propagande. Et du gaz, en fait, on va vers l'électricité parce que Total a développé une façon de produire l'électricité à partir du gaz. Donc, si on veut extraire à mort du gaz, c'est aussi pour alimenter en électricité, par exemple, l'Afrique. Et ces dernières années, on a embauché un ex-ministre de l'écologie, Jean-Louis Borloo, pour faire valoir les mérites de la transformation du gaz en électricité sur le continent africain, de façon à détourner, enfin orienter vers ce type de projet les fonds d'aide au développement. Donc les fonds d'aide au développement constitués à partir des deniers publics viendraient alimenter en fonds financiers un grand projet, un grand chantier de développement visant à alimenter en électricité des grandes villes d'Afrique à partir du gaz. Et déjà, Total prévoit aménager dans ses stations-service des bornes pour les voitures électriques, mais aussi des infrastructures pour le carburant gaz, qui sera la modalité à venir pour les voitures, sans jamais remettre en question notre mode de vie hyper consumériste et productiviste.
on nous dit « Ah, mais il y a une demande, il faut la satisfaire. » On va tout faire pour la satisfaire, comme si cette demande-là n'avait pas été générée par une volonté qui est celle des auteurs de cette mondialisation. Quant au solaire, les panneaux sont faits à partir de matériaux lourds, des métaux lourds, qui sont très polluants. Leur durée de vie est limitée. Ce n'est pas une solution écologique comme ça, magique. Total s'est aussi lancé dans les batteries, dans les techniques de stockage et de captage, notamment en acquérant une société dans le domaine des batteries de pointe qui est Saft. Et il s'agit pour elle de se positionner sur les marchés des droits à polluer, de la bourse de carbone, notamment en Chine, toujours pour donner plus de marge et de permettre un déploiement plus grand et plus large à ce mode de vie-là. Et on pourrait parler des agrocarburants qui supposent l'importation depuis l'Asie d'huile de palme en France pour qu'on puisse générer ces agrocarburants. 450 000 tonnes d'huile de palme permettent de constituer 500 000 tonnes d'agrocarburants. Et donc, en amont, il est très polluant et écocide de générer ce carburant qu'on présente comme écologique en aval. Et donc, les arguments sont toujours fragmentés de façon à nous faire passer pour vert ce qui est noir. La firme est beaucoup engagée aussi dans les techniques de pointe, l'exploitation des boues pétrolières, la régénération des résidus maritimes, l'exploitation de l'hydrogène. Dans le domaine du chauffage à domicile, on a les granulés de bois sous la marque Total. Du point de vue des techniques informatiques de pointe, on a l'Internet des objets, les drones destinés à la sécurisation des sites, des logiciels pour le covoiturage, pour la logistique du fret. On pourrait... et le reste. Et donc, on ne peut pas vraiment dire de Total qu'elle est une pétrolière. À ce stade, voyant comment elle entrevoit elle-même la crise pétrolière et comment elle se positionne déjà sur des marchés qui seront émergents le jour où on aura tout siphonné, on peut la présenter comme énergéticienne, à tout le moins, en ce qui concerne son statut d'entreprise. C'est une énergéticienne qui cherche à occuper le terrain sur le plan des énergies avec quelques-unes autres sociétés, de façon à être, comme le veulent les multinationales en général, incontournables quand vient le temps d'accéder à ce qui est indispensable ou à ce qu'on a rendu indispensable étant donné notre mode de vie. Et donc, si on regarde du point de vue de ces dispositions, Total comme entreprise, dans le domaine du pétrole, du gaz et de l'électricité, est active dans l'exploration, dans la production, dans le transport, dans la distribution et dans le courtage, c'est-à-dire l'art de vendre ce qui n'a pas encore été produit sur un plan spéculatif à des clients anticipés. Elle est aussi active dans le solaire, dans la recherche de pointe en ce qui concerne l'industrie et dans la recherche de pointe en ce qui concerne les logiciels informatiques et l'informatique en général, l'usage de l'informatique. Et elle l'est en bonne intelligence avec d'autres multinationales qui agissent de concert dans des lobbies ou dans des partenariats. Il est très rare qu'une société de ce type agisse seule. Elle est souvent en partenariat un jour avec celles qui sont concurrentes le lendemain. C'est très complexe et donc il y a des participations croisées en 1001 projets qui font que ces entités-là se tiennent et se présentent à nous tels des oligopoles. C'est ainsi qu'il faut les penser ensemble. Le pouvoir de Total est un pouvoir qui est interdépendant du pouvoir des concurrentes qui sont aussi des partenaires. Et c'est pour ça qu'en écrivant sur Total, par exemple, on ne peut pas ne pas tomber sur les autres sociétés en tant que partie prenante de 1001 projets. Donc, et c'est vraiment ce sur quoi j'aimerais insister ce soir, s'il y a une chose que j'aimerais dire, c'est ça. Donc, Total n'est pas seulement autre chose qu'une entreprise pétrolière française, mais elle n'est surtout pas une entreprise. S'il y a un terme qui nous fait faire fausse route, c'est celui-là. Penser que c'est une entreprise au sens d'une structure engagée dans une filière d'activité pour mener à bien des opérations circonscrites et délimitées, c'est faire erreur.
Pensez même que c'est une société au sens où elle réunit des associés qui travaillent dans un sens donné, c'est faire erreur aussi. À ce stade de, comment dire, à ce stade de consolidation, Total est à voir comme un pouvoir. C'est un pouvoir. C'est une souveraineté d'un genre nouveau. C'est une souveraineté qui n'est pas assimilable à celle des États. C'est un pouvoir qui n'est pas identifiable à celui des États, mais c'est un pouvoir et il s'agit d'une souveraineté d'un genre nouveau qu'il faut admettre comme tel et qu'il faut apprendre à penser dans les termes qui lui conviennent. Déjà, considérant que son actionnariat est apatride, pour ainsi dire, en tout cas mondialisé, et qu'il est réparti de telle sorte qu'il n'y a pas de sujet de référence. Les actionnaires de Total sont aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Suède, en Belgique, au Qatar, en Chine, dans des paradis fiscaux, on ne sait pas qui ils sont. Et bien on peut dire de la firme qu'elle a, au fond, deux types de subjectivité. Un premier type de subjectivité, c'est cette espèce de myriade, cette espèce de rhizome d'actionnaires, cette espèce de rhizome de gens riches et moins riches, ou de fonds d'investissement qui décident, mais dont on ne sait trop quoi. On décide, au fond, en fait, ils jugent en vendant ou en achetant des actions, eu égard essentiellement au rendement financier, c'est-à-dire les dividendes et l'évolution de la valeur de l'action sur les marchés. Donc c'est un premier sujet. Et l'autre sujet, je dirais que c'est la firme elle-même. La firme devient sa propre source subjective. Elle est son propre moi. La firme devient un pouvoir qui agit en fonction de ses intérêts, où qu'elle soit mandatée d'agir, sous la forme de filiales et de structures. Et c'est une souveraineté d'un genre nouveau, dans la mesure où c'est une souveraineté résolument privée, qui est oligarchique, c'est-à-dire qui constitue un pouvoir relatif au plus petit nombre, d'ayants droit et de possédants. Elle est à la fois elle est aussi multinationale, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'elle est difficilement saisissable en droit. Elle n'a pas vraiment de fusible. Si on voulait faire le film de science-fiction dont je parlais tout à l'heure, on ne pourrait pas imaginer une structure qui aurait une sorte de talon d'Achille qu'on peut atteindre pour faire exploser l'ensemble, comme on le fait dans les mauvais films de science-fiction. Il n'y a pas de point, il y a toujours un embranchement qui fait que le courant passe, un peu comme Internet, si vous voulez. Et donc, elle est effectivement rhizomatique, comme on a dit le philosophe Gilles Deleuze. Alors, comment s'exerce ce pouvoir? Il s'exerce nécessairement d'une manière particulière. D'abord, sur un plan à la fois, disons, politique et diplomatique. Cette firme a un représentant qui est le président-directeur général, le plus souvent, qui est un vrai président et qui représente un pouvoir autonome et puissant de tous ses attributs et de toutes ses prérogatives, et qui se présente comme tel auprès d'autres autorités, notamment publiques. Donc, quand vous avez Vladimir Poutine qui reçoit au Kremlin Patrick Pouyanné, il le reçoit avec tous les égards réservés d'ordinaire à un chef d'État. Et il y a même à la fin de la rencontre, qui a été photographiée sur un mode très formel et qui a fait l'objet d'un traitement médiatique, un communiqué de presse du Kremlin, issu par le Kremlin, dans lequel on citera l'invité, qui est le président d'une puissance privée, mais d'une puissance tout de même. Et vous aurez dans ce communiqué-là, par exemple, le 28 novembre 2014, l'actuel PDG de Total, Patrick Pouyanné, qui va déclarer « Même si Total est une société privée, c'est la plus grande entreprise française et elle représente d'une certaine manière le pays lui-même. » On appréciera la phrase malgré sa faute de syntaxe. Donc déjà, de fait, ce pouvoir a une représentation, j'aurais envie de dire, politique et diplomatique. Bon. Ensuite, on la reconnaît.
sur la scène géopolitique internationale. Par exemple, lorsqu'à Paris, en 2015, on signe l'accord sur le climat dit de la COP21, Total signe l'accord, au même titre que n'importe quel État. Il est un pouvoir invité à signer, à collaborer, à présenter ses thèses, à négocier. Voilà. Parce qu'il s'agit d'un pouvoir. Pas juste une entreprise soumise à la loi comme tout acteur social qui se trouve sur un territoire régi par la souveraineté de l'État. On n'est plus du tout là-dedans. Ça, c'est bon pour les archives des cours de sciences politiques d'initiation au lycée. C'est aussi une structure qui a accès à un droit fait sur mesure qui n'a plus rien à voir avec nos traditions juridiques. Je pense aux mécanismes de règlement de différends qui, du fait d'accords de libre-échange, mais aussi d'accords multilatéraux, notamment signés par les Pays-Bas et d'autres pays du Sud spécialisés là-dedans, peut permettre à une firme multinationale de poursuivre devant ces espèces de tribunaux parallèles des États, avec une réelle force de loi. Et cela sans du tout relever de pratiques juridiques standards, il n'y a pas d'appel, il y a une sorte de clique de 15 juristes qui jouent tous les rôles à la fois. Un jour, quelqu'un est arbitre, le lendemain, il représente une des firmes, le surlendemain, il est expert, il est convoqué, c'est toujours les mêmes, dans une opacité totale. Et enfin, ce sont des acteurs qui s'interposent sur le terrain. Lorsque Patrick Pouyanné commande son rapport aux autorités politiques iraniennes, il explique en quoi il arrive sur le plan du commerce à jouer un rôle dans les rapports que l'Iran a avec les rapports qu'on s'est tendus avec les pays voisins, ou entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, ainsi de suite, ou la Russie et les États-Unis. Donc ce sont des acteurs qui pèsent dans la géopolitique mondiale et qui ne s'en cachent pas, malgré quelques pirouettes parfois rhétoriques. En ce qui concerne l'autorité encore bon an mal an vérifiable des autorités publiques, elles sont continuellement court-circuitées en raison d'une relation symbiotique qui existe entre par exemple Total et la République française. Là, j'ai des fiches, j'aurais pas le temps, mais je pourrais vous citer des noms et des noms et des noms et des noms de gens qui ont travaillé à l'Élysée, qui sont partis ensuite chez Total, ou qui étaient lobbyistes chez Total, qui sont devenus ambassadeurs. Ou, bon, j'en ai, je veux dire, ça serait un peu fastidieux, même bon, tout ça est cité dans le bouquin. Je pourrais éventuellement vous référer à un cas. Patrick Pouyanné, PDG de Total, aujourd'hui, qui, dans les années 90, était d'abord conseiller du Premier ministre Édouard Balladur, puis directeur de cabinet de François Fillon, l'homme au beau costume, avant que François Fillon, député, tout député qu'il fut, pratiqua une activité de lobbyiste auprès d'un investisseur libanais, Fouad Makhzoumi, pour l'amener à rencontrer Vladimir Poutine et Patrick Pouyanné à l'occasion d'une rencontre. Bon, donc on a comme la boucle qui se boucle et qui est tout simplement emblématique. On pourrait parler de ce grand président qui a marqué l'histoire de la France, qui est François Hollande, qui, au terme de sa carrière politique, a abouti dans une association qui est une sorte de partenariat public-privé, La France s'engage, destiné à favoriser l'innovation sociale et l'entrepreneuriat chez les jeunes, qui est majoritairement financé par Total et qui est aussi qui reçoit des fonds ministériels. Donc il y a toute la politique des portes tournantes. Et on pourrait parler du lobbying aussi, en insistant sur ceci, que le lobbying ne porte pas seulement sur la décision de tel ou tel acteur public, un parlementaire, un député, je ne sais trop. Le lobbying, je n'ai pas le temps d'en parler plus que ça, mais il ne faut pas perdre de vue qu'il porte sur la société dans son ensemble. Le lobbying de pointe aujourd'hui cherche à influencer la société pour créer un climat social qui va faire qu'ensuite on va entendre le mot moderne d'une certaine façon. Et on va recevoir
l'émission d'un message présidentiel d'une manière favorable, parce qu'on aurait fait l'objet, à notre insu, de campagnes répétées de lobbying qui passent par l'expertise, le journalisme, le monde universitaire et d'autres canaux influents. On pourrait aussi insister sur le fait, mais le temps file, que Total, comme les autres multinationales, et avec le concours des autres multinationales, c'est pas fait en parallèle, là. Total participe de l'élaboration d'une loi d'un genre nouveau. Et en cela, la firme est aussi un législateur d'un genre nouveau, comme il s'agit d'un pouvoir qui exerce son autorité sur un mode nouveau. Et cette loi relève davantage d'une prétention à des réalités naturelles qu'à l'activité d'un législateur. Vous allez continuellement entendre, j'ai repéré énormément de citations allant en ce sens, des représentants de Total parler de la loi du marché, la loi du commerce, la loi de l'offre et de la demande, la loi de la libre entreprise et de la mondialisation comme étant, au fond, l'ensemble de toutes ces lois. Ces lois se présentant non pas comme étant le fait de pratiques législatives, des suites de processus électoraux et de débats publics, ainsi de suite, bon, et d'une morale publique, mais comme étant naturelles, comme la loi de la gravité. C'est une loi. Et on dira, mais vous pouvez aller contre ces lois-là. Nous, on y est pour rien, c'est la loi. Faites-nous des multimilliardaires et de la moitié de l'humanité des indigents, c'est comme ça. Hein, mieux vaut essayer d'être du côté des gagnants plutôt que des perdants. C'est la loi. Et voilà, nous n'y sommes pour rien. Et cette loi-là, nous l'imposons en faisant comme si elle n'existait que du fait de l'objectivité même. Et on laisse même ce qu'on appelle dans le vocable terrible de la gouvernance, les parties prenantes, au fond, faire exister cette loi, comme si le pouvoir, désormais, le pouvoir pervers, s'exerçait non pas du fait d'une source volontaire et puissante, mais du fait de la participation inconsciente ou contrainte de tous les petits rouages des subordonnés du pouvoir qui s'auto-administrent cette autorité tandis qu'ils la subissent. Et donc vous avez Patrick Pouyanné déclarant cette phrase tellement emblématique qui a quelques prétentions à la philosophie politique et qui dit ceci. C'est ça qui est extraordinaire dans la mondialisation. Ce qui est extraordinaire dans la mondialisation, c'est qu'elle n'est plus un problème de capitalisme et de non-capitalisme. Bon, le vocabulaire théorique est un peu restreint. Il y a effectivement toujours des différences. Il y a les libéraux et les moins libéraux. C'est l'axe gauche-droite, ça. Bon. Donc c'est ça qui est extraordinaire dans la mondialisation. Ce n'est plus un problème de capitalisme et de non-capitalisme. Il y a effectivement toujours des différences. Il y a les libéraux et les moins libéraux. Mais in fine, ce n'est plus ça maintenant. C'est fini ce temps-là. Et il l'a dit en célébrant l'élection d'Emmanuel Macron. On est passé à un autre axe. C'est fini l'axe gauche-droite. Aujourd'hui, on est à un axe ouverture-fermeture. En gros, on est pour le libre marché des multinationales ou on est raciste. Bon, c'est une espèce d'opposition qu'on instaure. Bon. Et qui est bien commode. Donc, ce n'est plus ça maintenant. Hein? Il n'y a plus de réflexion en vigueur sur la pertinence ou non du capitalisme, du libéralisme. Non, c'est devenu comme naturel. Hein? Nous vivons dans un système commun et donc ceux qui veulent s'en extraire seront forcément des perdants. Et par moments, on voit très bien comment on peut rendre perdants ceux qui s'en extraient. Mais on présente toujours la chose comme étant subie plutôt que comme étant élaborée. On peut parler ensuite de ce pouvoir en tant qu'il s'interpose partout. Dans les affaires sociales, avec la Fondation Total, qui déverse des millions d'euros dans toutes sortes de projets, de lois, d'associations, loi 1901. J'imagine que cette association qui nous reçoit aujourd'hui ne bénéficie pas des largesses de la Fondation Total, mais peu s'en faut. Je suis certain que si on réclamait quelque chose, on l'obtiendrait.
L'idée, c'est de faire en sorte que tout le monde touche à toute petite échelle une sorte de fragment pour encourager l'autocensure. Et j'ai bien vu, moi, quand l'association Sorbier a réussi à me faire présenter le livre l'an dernier, malgré des enjeux beaucoup plus importants, comme la livraison des bons costumes ou pas, ou les hologrammes, ou je ne sais trop encore, tandis qu'on essayait de transcender ces enjeux suprêmes, on voyait bien toutes sortes de résistances à l'effet de critiquer Total. Total va financer tel dossier journalistique d'un grand quotidien de gauche en France, ou ensuite la firme va financer le voyage d'un journal de référence insigne, non moins français, aux États-Unis, quand il ne s'agira pas d'investir dans l'industrie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, sans que ce soit lié à ses activités, mais simplement pour relancer l'économie, faire ça à Paris. On se dit, mais c'est l'État. C'est vraiment l'État. C'est Total qui contribue ostensiblement à la restauration de certaines pièces au Louvre. Je pourrais citer d'autres exemples dans ce domaine, qui finance la Coupe de football en Afrique comme principal commanditaire. Et donc, au fond, si on écoute ce que dit la firme, on se rend compte que, quel que soit le contexte, elle nous dit trois choses, d'une manière récurrente. Et c'est le message qu'il nous envoie continuellement si on l'écoute bien. D'une part, d'abord, elle nous dit ce que nous faisons est légal. Et ça, c'est comme un mantra. Rien au-delà des techniques du droit ne compte. Ce que nous faisons est légal, point barre. Et on dit explicitement, si vous n'êtes pas content, poursuivez-nous en justice. Le reste ne nous intéresse pas. Ensuite, nous ne faisons pas de politique, mais de la géopolitique. La politique, c'est l'affaire des minables qui s'entretuent pour savoir qui va porter la couronne. Ça n'importe pas de savoir qui va porter la couronne. Égorgez-vous. Nous, on a de toute façon instauré un cadre dans lequel le titulaire de la couronne n'aura pas le choix d'évoluer. Et ce qui nous importe, c'est ce qui se passe à cette échelle-là, qui est méta-étatique. Et enfin, le passé appartient au passé. Alors, ne venez pas nous déranger avec la genèse historique, avec les enjeux du passé qui expliquent notre enrichissement. Laissez-nous carburer au pur présent. Bon, je n'aurai pas le temps de développer tous ces points, mais vraiment le premier est intéressant. Ce que nous faisons est légal. Alors ça veut dire on peut être, de près ou de loin, dans notre histoire, associé au travail forcé d'enfants, de femmes et d'hommes au Myanmar. On peut être lié de près ou de loin à une guerre civile qui a fait de très très nombreuses victimes au Congo-Brazzaville et qui a fait dire à un député français chaque balle était financée par la firme. On peut être en cause dans un phénomène de pollution massive au Nigeria qui est en train de tuer les peuples. On parle de l'équivalent d'une marée noire par année depuis des années et des années. On peut se faire dire qu'on contourne, court-circuite des processus constitutionnels liés à la consultation des Premières Nations en Amérique du Sud. On peut se faire dire qu'au XXe siècle, on a fixé les cours du prix du pétrole à la pompe en France avec nos partenaires. Tout ça peut se passer, et j'en passe. C'est légal. Nous avons fait en sorte que c'est légal. Parce qu'il y a des vides juridiques, parce qu'on compte sur la complicité de l'État là où il devrait nous sanctionner, parce que le parquet est passif, parce qu'on règle hors cours quand on sent qu'on va passer dans les mailles de la justice, parce qu'il y a eu une intervention militaire et que les choses ont changé après coup et qu'on nous a acceptés là. Et sur la question aussi du passé qui appartient au passé, c'est très intéressant. Vous avez un communiqué de presse ou une page Internet de Total plutôt qui dit « Nous sommes fiers d'être en Afrique du Sud depuis 1954 et de participer à son mix énergétique, à défaut d'avoir participé à son mix communautaire. » Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes fiers d'être en Afrique du Sud depuis 1954. Ça veut dire que nous devons notre présence sud-africaine à notre collaboration avec le régime raciste de l'apartheid.
Et sans nous, sans doute que ce régime-là n'aurait pas duré aussi longtemps, parce que non seulement nous l'avons directement alimenté en capitaux et même en énergie, mais grâce à cela, il a pu trouver aussi, sans doute, un accès à du crédit sur les marchés financiers. Et j'en passe. Donc le capital est la mémoire de la firme. Et le capital est la résultante d'actions hautement problématiques qui ont été commises dans l'histoire par la firme, comme les autres. Et on pourrait revenir à toutes les considérations de Marx sur les processus d'accumulation du capital dans l'histoire, qui sont très souvent violents, cruels et iniques. Bon. Pas le temps de continuer au-delà, ce n'est qu'une entrée en matière. Mais, bon, l'idée c'est de comprendre en quoi le pouvoir face auquel nous sommes confrontés aujourd'hui évolue selon des logiques qui ne sont pas celles auxquelles nous sommes habitués quand vient le temps de penser l'État. Nous avons été dans l'histoire confrontés à des régimes dictatoriaux qui étaient souvent de type psychotique, c'est-à-dire dans lesquels le pouvoir était vociférant, hyper visible, dominateur et violent. Aujourd'hui, nous sommes passés à un ordre de domination qui est pervers et qui ne signe pas son œuvre, qui laisse l'œuvre en quelque sorte nous apparaître sous les allures de l'objectivité même, sous les allures de la nature des choses elles-mêmes. Et nous savons, lorsque nous parlons à des psychanalystes, par exemple, qu'il est beaucoup plus difficile de se confronter à un pervers qu'à un psychotique. Parce que le pervers n'est jamais là. Il n'a pas de subjectivité ancrée. Le pervers est un psychotique déguisé en névrosé. C'est un acteur qui fait comme s'il subissait un ordre qu'il a contribué à élaborer. Et nous devons, nous, au XXIe siècle, nous, peuple, trouver des façons de résister à cette nouvelle forme d'hégémonie.